Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast Vue d'en haut. Je me présente Pierre-Yves Genet, conseiller en accompagnement stratégique chez Drone Expert. Je suis en compagnie de mon collègue Charny. Bonjour. Bonjour Charny, ça va bien? Oui, et toi? Super, très bien, merci. Aujourd'hui au menu, on va discuter de l'intégration des drones dans le secteur agricole. Je pense que Charny, on est à même de constater depuis les dernières années une augmentation de la demande justement là, de ce type de technologie-là au niveau des producteurs et cultivateurs du Québec. Effectivement, déjà, moi, ça fait bientôt 1 an que je suis ici. Puis, on remarque de plus en plus une demande pour ces technologies-là, autant pour les producteurs, les agronomes, des fois aussi des entités académiques, si on veut, qui essaient d'intégrer ces technologies-là dans leur programme. Donc, oui, effectivement, c'est de plus en plus utilisé. Puis comme tu dis, ça semble de plus en plus des technologies qui sont incontournables pour différentes raisons. On regarde un peu au Québec présentement ce qui se passe, mais un petit peu partout dans le monde, en fait, avec tout ce qui est réchauffement climatique, ça amène des problématiques au niveau des champs qui n'existaient peut-être pas il y a 50, 100 ans. Donc aujourd'hui, on a besoin de technologies, si on veut, pour venir pallier à ces problématiques-là. Aussi, au niveau de notre période ici en agriculture, souvent qui s'étend du mois d'avril au mois de septembre, octobre, mais période où il peut y avoir quand même des fortes pluies d'un année à l'autre. Donc, de pouvoir utiliser des technologies justement qui vont venir compléter d'une certaine façon les équipements agricoles qui ne pourraient pas circuler quand les champs ne sont pas praticables d'une certaine façon. Donc, les drones deviennent quand même un outil complémentaire qui est intéressant. Puis, ce qu'on aime dire aussi au niveau des drones, on va en parler un petit peu plus tard, mais on parle vraiment d'un outil d'aide à la décision. Donc, d'avoir une donnée temporelle, précise, qui nous permet justement de poser des comportements là, au niveau de notre production. Et toujours dans une optique, on en parlera un peu plus tard, c'est vraiment là, le fruit un peu de témoignages qu'ont eu nos clients qui travaillent avec ces technologies-là, d'une certaine façon d'être plus efficace, mais de venir aussi diminuer au niveau des intrants. On vous expliquera un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on entend par là. On parle de drones, oui, je te laisse aller. En fait, justement, moi, j'étais curieux, c'est une question que je me pose. Vu de ton expérience, puis ça fait plus longtemps que tu travailles dans ce secteur-là, depuis 4 ans, comment tu as vu ces technologies évoluer? Ouais. Puis je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est une super bonne question. En fait, nous, ce qu'on a remarqué, je te dirais, au niveau des fournisseurs d'équipements, c'est qu'on est amené à avoir des équipements qui sont de plus en plus intuitifs. Donc, de plus en plus plug and play, qu'on aime dire. Donc, très facilement opérable. Et aussi, au niveau, je te dirais, au niveau de la taille des équipements, on a réduit beaucoup au niveau d'une certaine façon de l'envergure de la machine. Donc, pas moins performante pour autant, mais beaucoup moins, qui est beaucoup moins en termes de taille, je parle. Puis si on regarde au niveau de l'arrosage et l'épandage, on en parlera un petit peu plus tard tantôt, on voit des équipements maintenant qui ont des meilleures qualités au niveau de l'autonomie. Plus de possibilités aussi au niveau du réservoir. Donc, ça aussi, ça amène, disons, une productivité qui est accrue. Mais je te dirais, c'est beaucoup sur à ces deux niveaux-là qu'on a vu là, une amélioration des technologies, là, principalement avec nos distributeurs. Il y a différents types d'équipements qu'on considère maintenant au niveau agricole. Si on peut parler des grandes catégories, bien, tout ce qui est drone multirotor, donc drone à hélice, à savoir 4, 6, 8, 10 hélices, il y a différents modèles, mais les drones de type multirotor sont encore ceux qui sont peut-être les plus connus. Cependant, on parle maintenant aussi des ailes volantes, beaucoup utilisées dans des contextes où on aurait des champs à très, très grande superficie. Beaucoup utilisé notamment dans l'Ouest canadien, ce qu'on voit là où on a une agriculture sur 12 mois et qui nous permet aussi d'avoir des grandes zones à couvrir. Donc, l'aile volante va vraiment là, pouvoir briller dans ces conditions-là de par son autonomie accrue par rapport au multirotor et surtout par rapport à sa vitesse d'exécution. Et dans une catégorie aussi qu'on a mis un petit peu, sans dire, on parle d'un drone multirotor aussi, mais si je parle d'arrosage et d'épandage par drone, on a la technologie aussi maintenant là, qu'on parle un petit peu plus tard, qui est la technologie à grasse, qui est de plus en plus, si on veut, là, en opération au Canada. Mais là, on est vraiment dans un cadre légal complètement différent, un petit peu plus de contraintes là, de certaines entités fédérales qu'on discutera ensemble. Donc, c'est un petit peu les types de modèles là, qu'on voit là, présentement dans le marché. Et parallèlement à ça, quand on parle de drone, on va parler évidemment de capteurs.
Donc, tout ce qui est capteur RGB, donc visuel standard, capteur thermal. Ce que je retiens, c'est que tous ces capteurs-là ont ses forces. Ils vont briller dans un certain contexte. On connaît tous un drone avec un capteur RGB, tout ce qui est capteur visuel. C'est souvent utilisé pour ce qui serait création d'orthomosaïques, création de modèles numériques de terrain, topographie terrain, plan de nivellation, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on remarque une demande accrue pour le multispectral. Puis le multispectral, ça va nous apporter un plus-value parce qu'on peut voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Exactement. Puis je comprends bien, c'est le type de capteur qui vient mesurer un petit peu plus ce qu'on appelle un indice de réflectance. Un indice de réflectance, tout ce qui est NDVI, NDRE. Puis c'est toutes des choses qu'on va pouvoir faire lors du traitement dans les logiciels adéquats. On peut parler de Pix4D, on peut parler de Agisoft. Puis souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les agronomes utilisent déjà ce service-là, notamment avec des images satellitaires. Mais le seul enjeu qu'on a entendu des retours de nos clients, c'est qu'avec des images satellitaires, des fois, on n'a pas accès à cette information-là rapidement. Donc, on n'aurait pas accès à une information qui est précise au moment qu'on en a besoin, vu que c'est des cartes qui ne seraient pas à jour, par exemple. Effectivement. Puis souvent, quand on aurait, mettons, accès à cette information-là, l'impact est déjà grave. Donc, ça ne sert plus à rien, si on veut. Donc, c'est là que cette technologie-là vient intervenir, puis ça amène un plus-value. Je parlais de thermal un peu plus tôt. Je pense qu'au niveau de l'irrigation aussi, on a notamment, nous, fait des tests avec un cultivateur de pommes de terre là, du côté de l'île d'Orléans. Puis le thermal, je pense que je me souviens bien, c'est justement nous donner de l'information sur la qualité de l'irrigation au niveau du champ. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, généralement, quand on parle de caméra thermale, on va venir mesurer les écarts de température. Donc, grâce à ce type de capteur-là, on est capable de savoir si on n'a pas des lacunes au niveau de notre irrigation. Chose qui est importante de savoir, toute une question de méthodologie terrain aussi. Le thermal prend tout son sens à des moments précis dans la journée, donc soit très tôt le matin ou en fin de journée, parce que c'est souvent là que les écarts de température vont être les plus importants. Donc ça, c'est des exemples aussi là, de capteurs là, qui sont de plus en plus utilisés dans le secteur agricole. Puis dans l'évolution technologique que tu décrivais tantôt, ce qu'on a constaté puis qui est une bonne chose, c'est que tous ces capteurs-là peuvent s'interchanger sur différents véhicules de drones. Donc, ça devient de plus en plus intéressant. Tu avais mentionné aussi le drone qui est rendu populaire, qui est pensé pour faire l'arrosage et l'épandage. Exactement. Puis, on parlerait plus d'épandage ciblé. D'épandage ciblé. Quand je parle d'épandage ciblé, idéalement, nous, comment on l'amène, c'est qu'il faudrait le combiner avec le petit drone qui est un outil à décision, si on veut. Donc, en faisant l'épandage ciblé, on vient combiner, en fait, en allant chercher les informations avec le multispectral ou un capteur RGB, on vient convertir ou transférer cette information-là ou une carte de prescription dans le gros drone, si on veut, puis on va intervenir de manière plus précise. Ça va nous permettre vraiment de venir, d'une certaine façon, cibler les zones problématiques, mais aussi de venir appliquer les bonnes quantités en fonction des problématiques sur le terrain. Ça, c'est le fruit un peu de témoignages qu'on a eu là, disons, d'entreprises qui ont commencé à intégrer les drones. Autant, on parle de cultivateurs qui l'utilisent pour leur propre culture, mais aussi d'entreprises qui sont un petit peu plus dans la sous-traitance, dans la prestation de services. Ce qu'on a eu comme témoignage, comme tu disais, c'est de travailler un petit peu dans un écosystème d'une certaine façon. Donc, le drone d'arrosage, épandage est, disons, d'une certaine façon, l'étape finale. Mais au préalable, on a eu des étapes préliminaires qui, justement, comme on parlait avec le drone multispectral, de venir identifier les zones problématiques lors de la captation, de venir faire un traitement de données efficace dans des logiciels, en l'occurrence, par exemple, des logiciels comme Pix4D Fields. Et de cette façon-là, une carte de prescription peut être tout simplement transmise dans le planificateur de vol du drone d'arrosage et il peut à ce moment-là venir cibler les zones problématiques et tout simplement y aller à taux variable au niveau de ces applications. Je me souviens bien combien de pourcentage d'intrants on disait qu'on était en mesure de sauver avec ce genre, disons, d'écosystème-là? On parlerait d'à peu près un 30 Okay. 30 parce qu'il faut se rappeler que ça reste toujours une question d'équation. L'agriculteur veut diminuer la quantité d'intrants, le temps passé sur le terrain, puis si on diminue ces choses-là, le résultat, c'est qu'on gagne en rendement. Exactement. Puis cet argent-là peut être investi
dans d'autres choses. dans d'autres C'est sûr choses. que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de l'argent qu'on va mettre dans nos poches. Par contre, on va le réinvestir ailleurs. Fait que, Exactement. Une autre chose aussi, je pense qu'on entend beaucoup parler, puis là, on parle beaucoup des avantages, mais il faut quand même être conscient des limitations. il y a des enjeux. C'est bon, pas sorcier, hein? c'est pas sorcier, puis le but, c'est vous donner leur juste aujourd'hui, mais ce qu'on a, nous, un petit peu comme écho au niveau du terrain, c'est premièrement, si on prend encore une fois l'application, pardon, donc arrosage épandage, mais on parle d'équipements qui vont avoir des autonomies qui sont un petit peu plus restreintes. Ouais. En moyenne, tout dépendamment, disons, de la capacité qu'on met dans le réservoir, là, mais on parlerait peut-être d'un 10-12 minutes selon le type de modèle d'autonomie. Et avec la méthodologie terrain, donc on s'entend, recherche de batterie, c'est important d'avoir une génératrice pour être capable d'une certaine façon d'être efficace, mais on parle à peu près un 30-35 hectares par heure. Et aussi au niveau des patrons d'épandage, là, on est dans l'arrosage d'épandage, mais notre compréhension de ce qu'on a eu comme pouls du marché d'une certaine façon, c'est qu'on n'est pas encore impeccable au niveau patron d'épandage avec les distributeurs de drones. Si je pense pas que je me trompe là-dessus. Non, tu as tout à fait raison. C'est que oui, le drone sur l'aspect mécanique est parfait. Puis c'est pour ça aussi qu'on l'a mentionné, c'est pas un outil qui vient remplacer les méthodes conventionnelles. C'est plutôt un outil qui vient combler. En parlant d'aspect mécanique, le drone est précis, il va intervenir à des moments qui seraient cruciaux. Par exemple, si les champs, les plants sont à une hauteur trop élevée, des fois quand ouais. il mouille, puis le sol est compact, puis on veut pas non plus... parce que si on passe, mettons, un tracteur, ouais. un outil conventionnel, ça vient plus briser que ça en vient réparer. Donc, un drone, lui, il va intervenir de cette façon, mais quand on parle de l'aspect mécanique, c'est là que c'est parfait. Par contre, au niveau des patrons d'épandage, on continue à mener des tests. C'est juste qu'au niveau de la répartition, on ne sait pas encore à quel niveau c'est précis. Donc, c'est de là que... Puis des fois, les résultats se mesurent quand même un petit peu plus loin dans le temps. Oui. Puis c'est dur d'attribuer autant tout le succès que tout l'insuccès au niveau opérationnel, juste de dire que c'est le drone qui a mal travaillé d'une certaine façon. Donc, il faut quand même être conscient que... Des fois, c'est la méthodologie terrain. Exactement. On ne sait pas à quelle altitude, à quelle vitesse on a volé. Donc, ça, c'est tous des facteurs qui viennent contribuer aussi. Exactement. Donc, puis on parle d'arrosage épandage beaucoup parce que je vous dirais que présentement, c'est de plus en plus à la mode. En fait, justement, là, il y a des limitations, surtout sur le drone, de l'épandage et l'arrosage, parce qu'au niveau de l'arrosage, Santé Canada a mis un frein. Il y a juste un produit qui est homologué. On va plus parler des produits qui sont bio. Il n'y en a pas beaucoup. On parle de produits liquides, évidemment. On parle de produits liquides. Tout ce qui est solide est permis. Par contre, justement, tout ce qui est liquide, il y a tout le monde qui attend justement certaines flexibilités de Santé Canada là, pour voir comment ils vont pouvoir rendre la loi un petit peu moins rigide pour étendre encore plus là, ces usages-là. Je te dirais qu'une fois que ça sera changé, cette réglementation-là, on a parlé de demandes qui sont accrues. Je pense qu'on aura besoin de plus de main-d'œuvre à l'interne. Exactement, absolument. Pour combler ces besoins-là. Absolument. Si on prend aussi au niveau de Transport Canada, qui est plus du côté réglementation, mais disons drone dans son ensemble. Au niveau du poids. Exactement. Au niveau du poids, justement, parce que les drones en général, en fait, ça nécessite une licence de base aussitôt qu'on dépasse le seuil de 250 grammes. Je pense que c'est une information que la majorité des gens savent. Par contre, il y a une autre catégorie. C'est pour ça qu'on le mettait dans une catégorie à part le Agras, ou le drone épandeur, si je peux dire. C'est... aussitôt qu'on arrive au niveau du 25 kg, ça nécessite... Au décollage. Ça nécessite ce qu'on appelle un certificat d'opération spécialisé. Puis ça, c'est une autre demande à part, mise à part une licence d'opération avancée. Donc, ça aussi, ça peut causer un frein parce que le drone épandeur, on peut parler d'un réservoir de 40 litres, ce qui vient à peu près à 100-125 kilos avec un réservoir plein. C'est ça, on parle 50 kilos à 100 kilos, tout dépendamment de quel réservoir qu'on parle. Effectivement. Ça aussi, ça vient poser. Puis les demandes de COS, je ne me trompe pas, bon, certificat d'opération avancée spécialisé, on parle quand même d'un certain délai avant de les recevoir. Oui. Je pense que ça se calcule en termes de semaines, des fois même en termes de mois. Ça peut monter jusqu'à un mois, mais c'est justifié aussi parce que c'est quand même un équipement qui est costaud. Puis on veut le mettre dans les mains de quelqu'un qui est formé puis qui
difficile à opérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines barrières qui sont mises en place. Ce qui peut être intéressant, par contre, avec le fameux COIS, c'est qu'on peut quand même aller chercher des autorisations, mais sur une période donnée. Donc, ça peut être une période précise dans l'année, par exemple quelques mois, où j'aurais possibilité d'opérer un drone de plus que 25 kg au décollage. Sans avoir à refaire une demande à chaque fois, on m'autorise pendant une période. De cette façon-là, ça vient d'une certaine façon. Assurer une plus grande fluidité au niveau de l'utilisation puis moins de lourdeur administrative. Ben oui, c'est un bon point parce que quand on parle d'agriculture, on parle de saison d'opération. Donc, on peut le demander, mettons, à partir du printemps jusqu'à l'automne. Reste à voir combien de temps ça va prendre qu'on ait cette autorisation-là, mais effectivement, c'est des choses qui se font, là. Côté budget, Charny, on parle, on a une certaine fourchette de prix au niveau des technologies. Bon, on parle de drones d'arrosage, d'épandage, on parle de drones multispectrales, on parle de drones thermales, mais si on se fait peut-être une estimation au niveau budget pour que les gens comprennent quoi que ça pourrait représenter, si on prend l'exemple de la Grasse, par exemple, dans un univers qu'on doit investir dans ces technologies-là, on parle de combien en termes budgétaires? En fait, on est tout le temps surpris quand on mentionne le prix parce que monsieur, madame, tout le monde vont penser que c'est des technologies qui coûtent quand même cher, qui sont dispendieuses. Mais quand on parle, mettons, un drone épandeur, c'est pas compliqué, c'est un T50, c'est à peu près 50 000. Puis un drone avec un réservoir de 40 litres. Un drone avec un réservoir de 40 litres. Un environ de 50 000, puis on est prêt à opérer là-dedans. On peut avoir tout ce qui vient avec les batteries, des fois une station RTK. Pour la correction, pour avoir une meilleure précision au niveau terrain. Effectivement. Donc, on parlait d'à peu près 50 000, mais comme on a mentionné, c'est pas juste le seul drone qui existe dans l'agriculture. On a d'autres, des petits drones qui peuvent jouer. En fait, pour donner une fourchette complète, là, dans l'inventaire des drones qui s'appliquent en agriculture, on peut parler entre 2 000 à 50 000. Plus des drones visuels à 2 000 50 000 on le plus sur les drones d'arrosage. Souvent, évidemment, dans le processus d'achat, il faut calculer l'équipement en soi, mais tout ce qui est logiciel de traitement, dans le cas où on aurait besoin de traiter de la donnée, que ce soit visuel ou encore multispectral. Si on a besoin de formation, on parlait de formation de base qui peut s'appliquer dans certains des cas pour les drones, disons, plus conventionnels. Mais si on tombe dans des drones de type arrosage épandage, on doit aller chercher une licence avancée, comme Charlie disait tantôt. On doit prévoir aussi un budget au niveau de la formation. Il faut quand même rester attentif aussi parce que nous, ce qu'on sait maintenant, c'est que Transport Canada va beaucoup plus vigilant sur les gens qui opèrent de façon illégale. Puis les amendes peuvent être assez salées si jamais on se fait prendre, comme on dit, là. Voilà pour ça. C'est un peu ces étapes-là. Il y a la formation, il y a l'acquisition, parce que souvent, on peut penser qu'il y a juste l'acquisition du matériel qu'il faut faire. Parce qu'on ne va pas se le mentir, là, ces équipements-là sont de plus en plus disponibles dans les magasins. Grand rayon. Donc, il y a certaines étapes cruciales qu'il faut penser aussi, notamment le traitement de données, quel logiciel utiliser. Parce que c'est l'autre chose aussi, il y a la compatibilité aussi. Compatibilité, parce que de plus en plus dans le logiciel qu'on utilise, je fais référence à Pix4D, on remarque qu'on peut convertir la donnée dans un format qu'on pourrait transférer à l'équipement conventionnel, par exemple, comme un John Deere ou exactement. Ce genre de choses-là. Donc, quand on a utilisé notre drone qui est un aide à l'outil à la décision, donc on peut le transférer puis faire de l'intervention de manière ciblée. On voit qu'il y a quand même un intérêt des grands distributeurs de drones de rendre des technologies qui sont compatibles pour assurer une certaine fluidité au niveau des systèmes. Puis ça, si on regarde où qu'on vous voit dans 15, 20, 30 ans au niveau du drone, je pense qu'un des gros enjeux va être justement de maintenir cette compatibilité-là des données entre les différents systèmes, mais de surtout d'étendre aussi à plusieurs systèmes. Donc, on parle de John Deere. Je ne suis pas expert John Deere, là, je vous dirais, là, mais n'en demeure pas moins qu'on voit quand même vraiment un très gros, comment je pourrais dire, un désir des grands fabricants de trouver une façon de venir intégrer leur technologie pour que justement, ça peut travailler dans un écosystème avec les équipements conventionnels. On est en évolution constante. Puis justement, je suis curieux. On parle de ces technologies-là, c'est des technologies qui sont émergentes. Des fois, qu'est-ce que tu aurais remarqué, mettons, sur le marché agricole? Comment il réagit face à ces technologies-là? Oui, effectivement. Est-ce qu'on voit une certaine réticence ou on voit une certaine... Est-ce que les gens l'accueillent? Embarquent dans le projet.
D'une part, moi, ce que je remarque, c'est que les gens sont de plus en plus conscients de la réglementation. Donc, moi, ce que ça me donne signal comme de quoi que les gens ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à ça. Donc, eux ont déjà fait leurs recherches et les questions qu'ils nous posent maintenant, c'est des questions beaucoup plus, disons, techniques. Donc, on voit que l'information s'est rendue sans que ce soit nécessairement nous qui les appellent. Donc, les gens commencent eux-mêmes à faire leur propre veille sur le marché. C'est une communauté qui est sensible aux bouche à oreille, hein? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis très, très conscient de, disons, la productivité d'une certaine part. Puis toutes les solutions qui peuvent encourager cette productivité-là vont être vraiment énormément considérées là, de la part du domaine agricole. Et on parlait tantôt de prix, bien, c'est pas un frein, c'est pas un obstacle, le coût des technologies. À partir du moment que le retour sur investissement est bon, la plupart du temps, les entreprises, ou peu importe, là, les organisations agricoles vont être prêts à investir dans ces technologies-là. Mais pour répondre à ta question, moi, je vois une grande ouverture au niveau de l'intégration des technologies où qu'on a un peu plus une réticence au niveau légal. Donc, on parlait de l'arrosage d'épandage un peu plus tôt. Je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes encore à bouger tant que cette réglementation-là ne soit pas, d'une certaine façon, devenue plus flexible, notamment pour l'arrosage liquide. Mais sinon, moi, je vois une accélération aussi de l'utilisation parce qu'on parle de plus en plus à des jeunes entrepreneurs, des jeunes cultivateurs, des jeunes producteurs, qu'eux sont nés un peu avec les technologies. Donc, de cette façon-là, bien, eux voient vraiment d'un bon œil l'utilisation de ces équipements-là. Et aussi, une chose qui est hyper importante, on parle de pénurie de main-d'œuvre dans énormément de secteurs au Québec présentement. Le secteur agricole ne fait pas cavalier seul. À ce moment-là, on voit quand même un outil d'attraction au niveau de la main-d'œuvre. On parlait d'agronomes un peu plus tôt qui travaillent de plus en plus avec les drones. Bien, maintenant, pour un agronome, de pouvoir intégrer ces technologies-là à son offre de service, de pouvoir, d'une certaine façon, bien desservir sa clientèle grâce à ces technologies-là, bien, ça peut être intéressant pour eux. Et c'est justement peut-être certaines personnes qui hésitaient entre quelques métiers, bien, de voir que les technologies comme ça peuvent être utilisées dans leur métier futur, bien, ça les encourage probablement à aller dans ces branches-là. Puis c'est normal aussi. Mais ce qu'on aime aussi, c'est que de plus en plus, on est approché par des entités académiques qui veulent intégrer ces technologies-là dans leur programme. Donc, veut pas, ça devient un outil en devenir. Puis quand ils sont rendus sur le marché du travail, ils sont déjà habitués à utiliser cet équipement-là. Une chose, je voudrais dire par contre, puis sans dire que on parle de cueillette de données, puis ce qui est hyper important que les gens comprennent, c'est que le volet traitement prend beaucoup de place aussi. Oui. Donc, souvent, les gens, la réticence va être au niveau du traitement, à dire est-ce que ça va vraiment être compliqué de traiter mes données? Là, on parle peut-être plus de multispectral ou d'RGB. L'arrosage d'épandage, évidemment, pas tout à fait le même workflow au niveau traitement, mais ça peut être un élément que les gens ont besoin de se faire rassurer. Puis, si je ne me trompe pas, des logiciels comme PixKD, par exemple, c'est des logiciels qui sont quand même très simples à utiliser, puis il y a beaucoup d'automatisation que la personne n'a pas grand-chose à faire à part laisser l'ordinateur rouler les données. C'est sûr, dans les dernières années, ça a beaucoup évolué. Je te dirais que où est-ce qu'on est rendu, mettons, je prends exemple avec PixKD, notamment PixKD Field, c'est un logiciel qui va te sortir un modèle qui est déjà pré-mâché. Tout ce qui reste à faire pour l'utilisateur, c'est du fine-tuning, des informations qu'on veut aller chercher, mais c'est déjà des modèles qui sont pensés pour faciliter la tâche. C'est vraiment un clé en main. C'est un clé en main. Puis au besoin, c'est pour ça qu'on a des gens à l'interne qui donnent les formations pour rendre autonome l'utilisateur, justement. C'est un autre point aussi que je voulais entendre là-dessus, notamment pour les gens qui sont un peu réticents, mettons, au niveau du traitement. Y a-t-il des ressources disponibles? Ouais. Bien, nous, chez Lone-Expert, le volet formation a pris beaucoup de place dans les dernières années. Donc, le but, c'est vraiment d'amener un client complètement néophyte, de l'amener à une autonomie complète. Évidemment, le traitement de données doit faire partie de cette autonomie-là qu'il doit aller chercher. Donc, nous, clairement, on forme sur les logiciels de traitement. Des formations qui vont être soit à l'heure, à la journée, tout dépendamment de ce que le client veut faire d'une certaine façon. Mais oui, nous, ça fait partie beaucoup de notre modèle d'affaires, le volet formation. Le volet aussi terrain, on est amené à aller sur le terrain pour certains projets, souvent juste pour une preuve de concept, sans dire que les gens sont d'une certaine façon, ont besoin de se faire convaincre. Mais on était amené à aller faire certaines preuves de concept pour que les gens comprennent, disons, la pertinence de ces technologies-là et qu'ils puissent vraiment déjà visualiser, l'utiliser sur le terrain et de bien comprendre tout le livrable que ça peut apporter aussi. Donc ça fait partie beaucoup de notre vision de la chose, de vraiment pouvoir que les gens puissent comprendre sur le terrain ce qui va se passer avant d'investir dans la technologie. Donc on a aussi beaucoup
disons, ça fait partie de notre modèle chez Drone Expert. Là. Justement, en parlant d'aspect terrain, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as eu à travailler ou à collaborer à des projets atypiques? Oui, ben effectivement, oui. Parce que les gens, ce qu'ils recherchent souvent, c'est juste un transporteur. Puis le drone est, disons, coche toutes les cases là, à ce niveau-là. Donc, on a fait certains projets là, dans le secteur agricole. Là, je prends un exemple où on a fait de l'application de trichogramme au niveau de champ de canneberge. Donc, on a utilisé les drones là, pour venir, d'une certaine façon, faire une étude comparative avec les méthodes conventionnelles. Les résultats ont été bons. Je te dirais que c'est encore beaucoup aux phases de la recherche, donc on n'est pas encore dans des utilisations courantes. Ouais. Beaucoup plus dans des preuves de concept qui sont faites souvent par justement des entreprises d'innovation, des entreprises qui ont un petit peu plus de temps à consacrer sur ce genre de projet-là. Sinon, récemment, l'année passée, on a fait là, un projet avec une entreprise aussi dans la canneberge où il y avait eu, si on veut, une mauvaise application au niveau d'une entreprise au niveau pesticides. Et on était approché par une compagnie d'assurance pour faire une captation multispectrale pour venir justement identifier les zones qui auraient été gravement touchées et de venir d'une certaine façon confirmer qu'il y avait eu des lacunes de la part de la compagnie qui a fait l'arrosage, qui était de l'arrosage avec l'équipement conventionnel. Donc ça, c'est un exemple où que le drone est venu d'une certaine façon confirmer qu'il y avait eu une problématique qui n'était pas du ressort de l'agriculteur, mais vraiment d'une compagnie tierce. Donc, pour la question des assurances, tout ça, ça a été un beau projet qui nous a permis de comprendre là, un petit peu plus c'est quoi que justement le multispectral peut faire. Sinon, dans le thermal, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, on a fait des relevés au niveau de culture de pommes de terre. Oh, intéressant. Donc, au niveau de l'irrigation, donc d'être capable de mieux comprendre comment le champ est irrigué et comment améliorer cette irrigation-là. Donc, ça, c'est des exemples de projets qu'on a fait, là, je te dirais, dans la dernière année, en fait. Ce que j'entends par là, c'est que, tu sais, le drone peut être utilisé dans n'importe quelle culture, dans la majorité des cultures aussi. Puis, de ma part, dans mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est surtout dans la culture des pommes de terre, de maïs, des céréales, Soya, ouais. des cultures de ce genre-là, parce que on fait référence au drone et panda, on a donné l'exemple des plantes qui sont un peu plus hautes, mais la culture de la pomme de terre, ça en est un exemple. Ce qu'on entend beaucoup dans la pomme de terre, c'est qu'il faut agir très rapidement au niveau du champ. Donc, tu parlais tantôt d'images satellitaires où des fois, on a des images qui ne sont pas toujours à jour. Qui sont pas à jour, ouais. Bien, à ce moment-là, d'avoir un équipement qu'on peut rapidement déployer, qui apporte de la donnée en temps réel, précise, parce qu'on parle de précision d'un drone, par exemple, Mavic 3 multispectral, on va être de l'ordre du centimètre environ. On parle de quoi? 3-5 cm? 3-5 cm, parce qu'on avait parlé de la technologie RTK, qui est la correction en temps réel. Donc, on va aller chercher une précision en termes de une grandeur de centimètres. Là. Puis les gens sont souvent la culture de la RTK est déjà connue de par le fait que les équipements sont déjà RTK. Ouais. Donc les drones ne sont pas différents. Mais ça, c'est effectivement, c'est bien de voir que les gens comprennent déjà certains termes parce qu'ils sont déjà amenés à utiliser des technologies qui utilisent, disons, ces grands concepts-là. C'est souvent ça aussi, quand on est approché par les agriculteurs, souvent par les agronomes aussi, c'est rare qu'ils sont très étrangers à certains termes qu'on utilise dans le drone parce que l'idée, c'est de le rendre similaire aux outils qu'ils utilisent déjà. Donc, c'est très rare qu'on ait... Oui, il y a certains néophytes, si on veut, c'est pour ça qu'on les accompagne de A à Z. Par contre, la majorité des gens sont déjà intégrés dans leur outil. On fait juste faire un parallèle au monde des drones. Exactement. Puis, justement, ça me fait de plus en plus penser, ça reste quand même un marché qui est jeune. C'est pas un marché qui est saturé encore. Il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui sortent. Est-ce qu'on commence à retrouver écho des technologies qui vont sortir bientôt? C'est quoi l'avenir sur... C'est sûr qu'il y a certains fabricants qui ont des grandes parts de marché présentement. Donc, on parle pas de monopole, mais ça, on pense à une compagnie comme DJI, qui est probablement la compagnie qui est la plus connue, autant que les gens qui écoutent aujourd'hui le podcast, mais en général. On parle d'une entreprise qui a déjà des modèles disponibles principalement en Asie, puisqu'on parle d'une compagnie chinoise. Et beaucoup au niveau de l'arrosage et épandage, notamment, c'est on parlait du T50 tantôt, qui est le drone, disons, le plus avancé chez DJI, qui est certifié présentement et qui est utilisé en Amérique du Nord. On parle d'un réservoir de 40 litres.
mais DJI aurait déjà de son côté un T100 en Asie, donc qui est testé présentement, qui aurait un réservoir probablement de 100 litres. Donc, c'est de l'information qu'on a eue un peu entre les branches, mais DJI est assez secret généralement sur leur nouveauté. Mais on peut quand même considérer déjà que ces technologies-là vont arriver plus tôt que tard au Canada, mais le temps qu'ils soient certifiés par Transport Canada, on peut penser à un certain délai. Mais là, on viendrait d'une certaine façon compenser peut-être le manque à gagner au niveau de l'autonomie, puis au niveau de la capacité, au niveau du réservoir. Puis on parlait tantôt d'un 35 hectares à l'heure. Mais on comprend que si on est capable de faire passer ça à 50, 60 hectares, on gagne de plus. On gagne beaucoup de temps parce que souvent, les gens... Le vol en soi est plaisant, c'est tout le changement de batterie. C'est beaucoup là que les gens ont un petit peu plus de manipulation à faire parce que, sans se tromper, toutes ces technologies-là sont déjà intégrées avec planificateur de mission, planificateur de vol. Donc, il y a très, très peu de vols manuels qui se font présentement dans la culture. C'est l'autre chose aussi. Hein? Ces drones-là, on parle, c'est tous des drones qui sont dotés d'un planificateur de mission, comme tu as mentionné. C'est vraiment l'aspect mécanique puis l'aspect manipulation. Exact. Oui, il y a une certaine manipulation à faire, notamment au niveau du changement de batterie, au niveau du remplissage de la tank. Par contre, une fois qu'on a planifié notre mission, le drone, il fait juste aller à un endroit précis, il revient. Exactement. Donc, ça, c'est aussi c'est ça que je dis souvent à mes clients. C'est pas tant dans le plaisir du pilotage que ça va se passer, beaucoup plus dans la façon de programmer les vols puis de vraiment être efficace sur avant le vol aussi, de s'assurer que le vol a bien été planifié. L'avantage souvent en culture, c'est qu'on vole toujours les mêmes zones. Oui. Donc, d'une certaine façon, les plans de vol sont déjà faits à l'avance depuis ils vont durer dans le temps. Donc, beaucoup moins, si on veut, de clérical à faire, si on veut, au niveau de l'utilisation de ces équipements-là. C'est exact. Une fois qu'on l'a, on l'a. Exact. Je dis ça souvent en joke là, à mes clients. Une fois qu'on est rendu sur le terrain et qu'on a la méthodologie, là, amenez-vous de la lecture parce que on va avoir des longues journées. Exactement. Puis, le drone, il fait juste ce qu'il y a à faire. On fait juste des tâches opérationnelles, si on veut. Ouais. On parlait tantôt, je parlais de preuve de concept sur le terrain, qu'on était amené à aller sur le terrain avec des clients. Un autre point aussi qui peut être intéressant pour les gens, sans dire qu'ils sont sceptiques, mais qui aimeraient, par exemple, opérer pendant une certaine période pour être capable de vraiment tirer des conclusions sur l'efficacité de ces technologies-là sans avoir à investir des sommes tout de suite. C'est que dans certains types de modèles, on offre la location chez Drone Expert. En fait, il y a deux locations si on veut. On a parlé de preuve de concept, comme tu avais dit tantôt. Une location court terme où ça consiste à, mettons, faire une location dans une période d'une semaine, 2 semaines, juste pour avoir l'idée comment la machine marche, est-ce que c'est efficace. Par contre, on a notre formule qui est la location long terme, où on peut louer l'équipement sur une période de 12 mois, 6 mois, 24 mois et plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de technologie puis en sort. Ça évolue très rapidement. On parlait tantôt du T100 qui n'est pas encore arrivé ici, mais il va en avoir de plus en plus des modèles avancés. Puis l'idée, c'est d'être aussi à jour qu'on le peut parce qu'on veut justement diminuer les intrants comme tu avais mentionné. On veut utiliser l'équipement le plus avancé si on veut, sans nécessairement investir beaucoup. Donc, la location long terme, c'est là qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux aussi au niveau de la location, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la culture qui sont déjà sous une formule de location d'équipements, disons, agricoles conventionnels. Mais je ne me trompe pas, il peut y avoir des avantages fiscaux à aller sur la location. Ils sont déjà habitués justement à y aller avec cette formule-là. Puis il y a déjà des avantages fiscaux, notamment sur la flexibilité financière. Puis on peut parler aussi dans certains cas parce que c'est des équipements, il y a des garanties qui peuvent s'appliquer, mais l'aspect assurance aussi, c'est des choses qu'on pourrait parler tout dépendamment du contexte du client, mais oui. Tout le volet maintenance aussi, les équipements, donc de pouvoir venir inclure les maintenances dans la location, dans les termes de paiement. Donc de cette façon-là, on a une tranquillité d'esprit aussi au niveau de s'assurer de la pérennité de l'équipement. Oui, ça évolue vite, mais d'un côté, on veut quand même être capable de pouvoir bénéficier d'un équipement en bon état le plus longtemps possible. Donc, ça aussi, ça peut être un bel avantage au niveau de l'équipement. Parce que généralement, l'équipement, on parle de quoi de maintenance annuellement, dépendamment du type de modèle. Puis dépendamment de l'utilisation aussi, parce que quelqu'un qui l'utilise moins que l'autre,
ça se peut qu'ils nécessitent une maintenance de manière moins fréquente que cet autre individu-là. Donc, merci Pierre-Yves de m'avoir invité à ce podcast. Un plaisir merci à tout le d'échanger monde avec toi. qui ont réécouté ce podcast. À la prochaine. Salut.